avec les camarades, ça peut passer. Vous irez leur expliquer ce que vous avez compris, dans l'espoir qu'ils puissent également comprendre. Maintenant, on a la deuxième partie. Lorsqu'on sort de l'introduction, on entre dans le développement. Le développement comporte, comme je l'ai dit tout à l'heure, 3 éléments. Les 3 éléments sont incontournables. Ils sont indissociables. Si dans ma tête, je mets déjà que mon corps du devoir a 3 éléments, c'est un pas. Maintenant, quels sont ces 3 éléments? On va également procéder exactement comme pour l'introduction. On a l'explication analytique, que nous abrégeons généralement EA. On a comme second élément la réfutation. Qu'on va abréger RT ou REF selon les convenances. Et enfin, on a la réinterprétation. Je précise que c'est exclusivement pour les élèves de la série littéraire. La réinterprétation qu'on abrège RIT. Donc, à chaque fois, on note sur 2 points. Ça veut dire que l'explication analytique, c'est sur 2 points. La réfutation sur 2 points. Et la réinterprétation sur 2 points. Ça veut donc dire que l'introduction est notée sur 1,5 point. Le corps du devoir est noté sur 6 points. Chaque sous-rubrique ayant 2 points à pouvoir. En quoi consiste l'explication analytique? L'explication analytique consiste à clarifier la thèse de l'auteur. On est d'accord? À montrer que si le texte se résume à la thèse de l'auteur, alors on l'a bien compris. Et comme son nom l'indique, il s'agit d'une explication. Il faut donc permettre aux uns et aux autres, et plus précisément aux correcteurs, de comprendre le texte que vous avez lu. Il ne s'agit pas d'une explication linéaire. Parce qu'il y a des candidats qui viennent prendre le texte. Ils prennent la ligne numéro 1, ils expliquent. La ligne 2, ils expliquent. Non, ce n'est pas ça le principe de l'explication analytique. L'explication analytique n'est pas aussi le survol du texte. Donc il ne faut pas faire un survol du texte et on dit, bon, on a expliqué, non? Non. L'explication analytique n'est pas le hors-texte. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'on nous a donné un texte qui porte sur un thème qu'on aurait déjà vu et corrigé en classe que je vais laisser le texte qu'on m'a proposé et aller plutôt traiter celui qu'on avait jadis fait en classe. Là, on appelle ça le hors-texte. Et en matière de commentaire philosophique de texte, c'est dangereux. Ce qu'il ne faut donc pas faire, c'est survoler le texte, c'est faire une explication linéaire du texte, ou alors tomber dans le piège du hors-texte. Voilà les 3 écueils fondamentaux. Mais il y a un 4e autre écueil. Il faut éviter la paraphrase. On ne paraphrase pas le texte et on dit qu'on l'a expliqué. Non, il faut vraiment expliquer le texte. En revanche, l'explication analytique peut se faire de façon phrastique. Ça veut dire que je peux sectionner mon texte en phrases. J'essaie d'expliquer, comme j'entends, chacune des phrases. En expliquant chacune des phrases, celles-ci vont se regrouper, argument par argument, ou alors élément par élément, ou même articulation par articulation, pour me donner la structure logique de mon texte. En d'autres termes,
Est-ce que pour étayer son point de vue, est-ce que pour étayer sa thèse, l'auteur subdivise sa réflexion en deux articulations? Et là, c'est l'explication analytique qui va me dire si ma structure logique est binaire, ou alors l'auteur structure-t-il son argumentation autour de 3 points. C'est l'explication analytique bien menée qui me permettra de savoir que mon texte a une structure ternaire. On n'aura jamais une explication analytique avec une seule articulation. Non. On n'en aura jamais avec plus de 3 articulations. Non, du tout. Donc, à votre niveau, les textes qu'on vous donne, s'il n'y a pas d'articulation du tout, la structure logique du texte sera binaire. S'il y a tellement d'articulations, la structure logique sera ternaire. Donc, je subdivise mon texte en 2 ou en 3 parties. Et à chacune de ces parties, je donne une orientation, c'est-à-dire un grand titre. L'auteur commence son analyse en démontrant ceci. Je ne reprends pas les mots du texte. Je suis autonome. C'est moi qui fais le commentaire. Et donc, je l'explique comme j'entends. Cette analyse se poursuit lorsqu'il met un point d'honneur sur tel autre élément. Là, c'est la deuxième articulation. Elle s'achève par je dégage la troisième articulation. Il n'y a pas de place au niveau de l'explication analytique pour la citation. Non. On ne cite pas au commentaire philosophique de texte en terminale. J'ai bien dit qu'il faut être concis et précis. Dès lors que j'ai terminé mon explication analytique, et donc le secret est de cerner le texte de près, parce que la logique du texte voudrait toujours que l'auteur vous amène sur une fausse piste, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est à vous de cerner le texte de près. En termes sportifs, on va parler d'un marquage à la culotte. Votre adversaire veut fuir. Vous saisissez son maillot. C'est la même chose avec le texte. Le texte a l'intention de vous amener ailleurs. Ramenez le texte et mettez-le devant vous. Dites, je vais te comprendre. Et vous allez le comprendre. Et donc, lorsque l'explication analytique est terminée, je passe à la réfutation. Toutefois, le passage de l'explication analytique à la réfutation se fait par l'entremise d'une transition. Je peux donc noter la transition numéro 1. Au travers de cette tentative d'explication, virgule, ce texte ou alors cette vision de l'auteur échappe-t-elle à la critique? On met un point d'interrogation. Pour montrer que, aussi pertinente que soit la thèse de l'auteur, et même les explications que nous avons pu apporter à celle-ci, il y a quand même à redire. Nous sommes en philosophie. On n'est pas dans la logique du dogmatisme où on doit tout accepter. Que non. On doit quand même observer un recul. On va faire valoir son esprit critique. Et tant qu'on n'a donc pas compris la pensée de l'auteur, tant qu'on ne l'a pas bien expliqué, on ne peut pas faire ressortir ses limites. On ne peut pas déceler ses faiblesses. On ne peut pas déceler ses manquements. La réfutation, c'est donc le lieu où le candidat fait ressortir les limites de la pensée de l'auteur, où il fait ressortir ses non-dits, où il fait ressortir ses manquements. Qu'est-ce que l'auteur a dit et qu'il n'aurait pas dû dire? On peut se demander ça et on balaye rapidement. Ou encore, qu'est-ce que l'auteur n'a pas dit et qu'il aurait dû dire? Là, c'est le candidat qui évalue non pas l'individu, c'est-à-dire non pas l'auteur, mais la pensée de l'auteur. Il faut donc ici dissocier l'auteur de sa pensée. Parce qu'il y a des gens qui disent non, John Molle a tort, il aurait dû dire ceci. Non, attention, ce n'est pas lui qui a tort. C'est le John Molle qui réfléchit. Aussi pertinente que soit sa pensée, virgule, l'auteur semble cependant avoir oublié que vous essayez de faire ressortir ces failles-là, ces limites-là. Il y a en réalité deux types de réfutation.
On a une réfutation interne, qui est la réfutation personnelle du candidat, où il fait valoir son esprit critique. Et on a la réfutation externe, qui est la réfutation qui permet au candidat de s'appuyer sur les adversaires topiques de l'auteur. Toutefois, par souci de concision et de précision, comme je l'ai dit tout à l'heure, en terminale, il est préférable de se limiter à la réfutation interne. C'est-à-dire le candidat fait valoir son esprit critique et évalue correctement la pensée de l'auteur, sans état d'âme et sans complaisance. Ne dites pas que c'est Ebenezer Njomwele, il est encore en vie. S'il entend qu'un élève a critiqué le fond de sa pensée, il doit venir s'en prendre à lui. S'il ne voulait pas qu'on critique, mieux aurait valu ne pas écrire. Il a écrit et donc, ses écrits sont ouverts à la critique. Ne dites pas que c'est Martien Toa. À tout moment, il peut ressusciter et il vient vous menacer dans vos rêves. Non. Lorsqu'une pensée est déjà mise à la disposition du public, elle est sujette à la critique. Donc, on critique la pensée de l'auteur et non l'individu qui a écrit. On est d'accord? Bref, on va même dire celui qui pense et non l'individu et non la personne. Donc, voilà pour ce qui est de la réfutation. J'insiste encore sur le fait qu'il faille être concis et précis. N'allez donc pas trop tirer. Ne prenez pas les aspects de votre cours pour essayer de réfuter la pensée d'un auteur, mais évaluez vous-même la pensée de cet auteur-là. Parce que vous avez mieux compris ce qu'il a dit en l'expliquant, vous pouvez donc mieux faire ressortir les limites de cette pensée-là. Un ou deux éléments suffisent largement pour une réfutation. Lorsque j'ai terminé avec ma réfutation, je passe à la réinterprétation. Et pour quitter la réfutation, pour aller à la réinterprétation, je procède encore par une transition que j'ai nommée ici T2. Au-delà de ces limites, la pensée de l'auteur ne revêt-elle pas un certain intérêt? On met un point d'interrogation, on a transité. Et là, on montre qu'on est en train de réfléchir de façon logique. Il y a une certaine cohérence, un certain enchaînement dans la mise en œuvre des différentes articulations. En quoi consiste la réinterprétation? On vous a demandé dans la consigne de dégager l'intérêt philosophique. J'insiste sur le terme philosophique. Parce qu'il y en a qui vont vous dire que l'intérêt philosophique là peut être didactique. Non, mais attention, on a bien dit l'intérêt philosophique. D'autres vous disent que l'intérêt philosophique est social. D'accord, ça c'est pour eux. Mais on vous a demandé de dégager l'intérêt philosophique. Il est question au niveau de la réinterprétation de valider le texte, d'actualiser le texte, de le rendre actuel. Ebenezer Njomwele et Martien Toa ont rédigé leurs ouvrages depuis le XXe siècle. Nous sommes rendus au XXIe siècle. Est-ce que leurs pensées, est-ce que les thématiques abordées, est-ce que les problématiques et même les problèmes abordés ne sont pas obsolètes? Au-delà donc du temps qui passe, il faut valider le texte de l'auteur. Est-ce qu'aujourd'hui, les problèmes liés à la liberté ont déjà complètement été résolus? Que non, par exemple. Est-ce que nous ne sommes pas toujours pris entre tradition et modernité au XXIe siècle? Ce que l'auteur avait jadis pensé, a-t-il encore droit de citer actuellement? C'est donc au niveau de la réinterprétation qu'on fait ressortir l'intérêt philosophique du texte. Il est donc question de donner la portée philosophique du texte ou alors de donner les mérites de l'auteur. Au-delà donc des réserves qui ont été émises, le texte garde malgré tout sa portée, dans la mesure où il nous permet de comprendre ceci d'une part, et d'autre part, de préparer les générations futures à la réception de tel ou tel autre élément.
Voilà un peu comment il faut dégager l'intérêt. Il est donc question, au niveau du corps du devoir, d'expliquer la pensée de l'auteur. Lorsque vous expliquez, considérez que le correcteur n'a pas lu le texte et qu'il va le comprendre à travers vous. De réfuter le texte, c'est-à-dire de prendre des distances par rapport à ce que l'auteur a dit, vous montrez qu'il y a quand même une part d'exagération dans ses propos, et enfin de revenir valider le texte. Malgré toutes les réserves qui ont été émises, ce texte revêt encore un intérêt pour la réflexion de nos jours. Voilà pour ce qui est du corps du devoir. Il est question d'aller donc au corps du devoir. Je ne vous conseille pas le 6 sur 6, même si on aurait souhaité que vous ayez 6 sur 6, mais il est question pour le candidat le plus faible d'aller chercher 4,5 points sur 6. Ça veut dire 1,5 point ici, 1,5 point là et un autre 1,5 point là. Ça fait 4,5 sur 6. Pour le candidat qui est un peu plus éveillé, d'aller chercher en moyenne 5,75 sur les 6 possibles. Là, on va prendre 1,75. 1,75 et 1,75. Je pense que ça va faire 5,25 par là. D'accord? Donc 5,25 à 5,75, pourquoi pas? Si vous respectez simplement les consignes qui vous sont données, si vous essayez de comprendre que vous n'allez pas verser dans le verbiage au moment d'expliquer le texte, que vous n'allez pas vous attaquer à la personne de l'auteur, mais plutôt à ses idées, et qu'au-delà de tout, vous allez réactualiser et donc valider la pensée de l'auteur. Voilà en gros ce qu'il faut dire pour ce qui est du corps du devoir. On va encore marquer une pause pour prendre vos différentes questions avant de passer à la phase de conclusion. Monsieur, Oui. au niveau de l'explication analytique, en expliquant le texte, comment se rendre compte que nous sommes en train de nous égarer? Ou bien comment savoir que nous sommes sur la bonne piste? Bien, bonne question. Ce que je vais déjà dire, c'est que personne n'a le droit de s'égarer. On est d'accord? Parce que j'ai dit tout à l'heure que l'explication analytique refuse le hors-texte. Si tu te rends déjà compte que tu es en train de parler d'autre chose que de ce dont il est question dans le texte que tu as devant toi, alors ton explication analytique sera forcément mauvaise. L'explication analytique doit se faire en adossant tout sur le point de vue de l'auteur, sur la thèse de l'auteur. Est-ce qu'il y a, donc la thèse de l'auteur se présente ici comme la boussole, l'élément incontournable pour réussir une explication analytique. Est-ce que ce que je suis en train d'apporter comme élément d'explication coïncide avec ce que l'auteur a dit, coïncide avec la position de l'auteur? Puisqu'il est question d'une manière ou d'une autre de faire des concessions à l'auteur et donc de justifier son point de vue. Tant que ça ne coïncide pas, tant que ce n'est pas adossé à la thèse de l'auteur, alors il y a problème. On est d'accord? Là, je suis en train de faire fausse route. Soit je suis victime du hors-texte, soit j'ai tout simplement survolé le texte. Vous allez voir que parfois sur vos copies, on met la analyse minimaliste. Ça veut dire que vous avez survolé, ou alors vous avez été chiche. S'il faut parler de façon triviale, vous avez été chiche. Vous n'avez pas exactement dépioté la pensée de l'auteur. On se comprend. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire fausse route ici. Mais si tu te rends compte que tu as fait fausse route, ressaisis-toi rapidement et reviens. Et pour éviter de faire fausse route, j'ai recommandé la méthode phrastique. Sur ton brouillon, tu fais simplement un petit tableau. Tu mets la phrase. Ici, tu mets explication analytique. Là, réfutation. Et plus loin, réinterprétation. On est d'accord? Là, c'est pour éviter vraiment de se casser la tête. Je prends phrase 1. Je mets là. Là, c'est au brouillon, j'insiste encore.
Lorsque j'ai mis phrase 1, qu'est-ce que l'auteur a dit dans la phrase 1? L'auteur démontre ici que, j'essaie de dire ce que l'auteur a démontré. Si l'élément de critique vient déjà, il semble cependant, je mets ça ici, il semble cependant perdre de vue que, et je laisse la case de réinterprétation vide. On est d'accord? Maintenant, lorsque j'ai terminé, je peux tracer. Puisque je suis au brouillon, je trace, mais je n'arrive pas dans la dernière colonne. Je prends phrase numéro 2. Je fais le même exercice, c'est-à-dire j'explique. Je peux arriver à la phrase numéro 3. Et je me rends compte que la phrase numéro 3 véhicule la même idée que la phrase numéro 1 ou encore que la phrase numéro 2. Si la phrase numéro 3 n'apporte aucun élément nouveau à la phrase numéro 2, je viens simplement ici, je mets 2 plus 3. La phrase numéro 4 peut continuer encore cette idée. L'idée contenue dans les phrases 2 et 3. Ça va faire 2, 3 plus 4. On est d'accord? Et la phrase 5, par exemple, vient développer une idée autre. En faisant comme ceci, je n'ai pas besoin de perdre trop de temps pour comprendre que mon texte a une structure ternaire, puisque les phrases vont se regrouper et former ainsi des articulations. On peut se limiter à 2 articulations si on a 4 phrases et que seule la phrase numéro 1 véhicule une idée, les 3 autres phrases véhiculent une autre idée. Là, ça va faire une structure binaire. En procédant donc comme ceci, par la méthode phrastique, il n'y a pas de raison que je m'éloigne de l'objectif de l'explication analytique. Ça va comme réponse? D'accord. Je vais revenir sur sa question. Pour un texte qui a peut-être 2 articulations, vous vous retrouvez à trouver les premières articulations. Oui. Maintenant, au niveau des deuxièmes articulations, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien d'important dans le texte. Comment vous allez faire pour rentrer dans le texte, monsieur? Attention, parce que tout dans le texte est important, même la virgule. On est d'accord? Parce que tu ne peux pas me dire, Lavatis, que tu as trouvé la première articulation. Tu as bien expliqué. Mais après, tu n'as plus rien trouvé d'important dans le texte. Non. Il y aura toujours quelque chose d'important à dire. Je dis bien toujours. Si le texte a déjà 2 articulations, en expliquant la deuxième articulation, et donc en prenant phrase par phrase, forcément je vais finir par conceptualiser pour tirer la quintessence de ce que les autres phrases ont véhiculé comme deuxième articulation, et je vais considérer ça comme le titre que je vais donner à cette articulation-là. Oui, Tom Meza avait une question apparemment. Oui, monsieur. Au niveau de la réfutation, monsieur, Oui. J'aimerais savoir si au niveau de la réfutation, c'est contredire l'auteur. Genre, si l'auteur peut-être dit que lui pense que la misère objective est bien pour les pays sous-développés. Maintenant, tu dois, en réfutation, tu dois venir dire que non, il semble oublier que la misère objective n'aide pas les pays sous-développés. Et tout, monsieur, j'aimerais savoir. Bon, reprenons pour que ce soit vraiment clair. La thèse de l'auteur, c'est que la misère objective, as-tu dit, n'aide pas les pays sous-développés. C'est ça? D'accord. Donc, il faut combattre la misère objective. Si on a bien compris, si j'ai bien compris. Non, monsieur. D'accord. Qu'est-ce que tu essayes de dire alors? Monsieur, je suis en train de dire ceci. Si l'auteur
le thème du texte porte sur la misère objective et subjective. Oui. Et maintenant, l'auteur... Non, prenons la misère simplement. Oui, la misère, monsieur. Oui. Et maintenant, l'auteur, lui, le mérite qu'il apporte, il dit que la misère objective est bien pour les pays sous-développés. Je demande si maintenant, en réfutation, tu dois le contredire. Bon, je vais t'aider. Parce qu'il y a un texte qui me vient à l'esprit, je pense au texte de la page 27, qui porte justement sur la misère. Mais là, l'auteur dit plutôt que la misère ne saurait se réduire au cri du ventre. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'on a faim qu'on vit dans la misère. Ça, c'est un type de misère bien précis. Mais c'est parce qu'on ne sait pas pourquoi on mange qu'on vit dans la misère. Ça veut donc dire que il y a deux types de misère. La misère mentale, qui s'appelle aussi ignorance, superstition et analphabétisme chez Ebenezer Njomwele. Et il y a la misère matérielle, qui renvoie à l'absence de l'avoir. On est d'accord? Bien, maintenant, lorsque tu vas appliquer ça au contexte du sous-développement, tu prends quel type de misère? L'analphabétisme, l'ignorance ou alors le manque de moyens financiers? Au sous-développement, selon moi, on peut dire que c'est l'ignorance. Oui. Oui, c'est ça. Puis c'est dit que le sous-développement n'est pas celui de l'avoir, c'est celui de l'être. On est d'accord? Nous ne sommes pas sous-développés parce que nous manquons de matériel. C'est parce que nous sommes analphabètes, nous sommes ignorants. D'accord. Qu'est-ce que tu voudrais donc qu'on apporte comme éclaircissement? Monsieur, Oui. moi je voudrais savoir si en réfutation là, après avoir, lorsque moi j'ai dit comme ça, toi tu dois venir, l'élève en question doit maintenant contredire l'auteur. Ou bien il doit valoriser son point de vue. Ça va, je crois t'avoir maintenant bien compris.